Bonjour à tous, nous sommes Irina et Lola, préparatrice physique et préparatrice mentale, et bienvenue sur le podcast Au sommet, l'équilibre de sa performance, votre guide qui vous aide à trouver le chemin de votre épanouissement sportif. Nous aidons les sportifs à trouver ou retrouver l'équilibre de leur performance grâce à la préparation mentale et physique. Notre mission est de vous aider à créer un état d'esprit résilient et une condition physique optimale afin que vous puissiez surmonter les obstacles, atteindre vos objectifs et développer votre plein potentiel. Retrouvez-nous 2 fois par mois pour un épisode en duo et un épisode en solo. Salut à tous et à tous, salut Lola. Salut Irina. J'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de votre podcast Au sommet, l'équilibre de sa performance. Et aujourd'hui on va parler de la blessure, plus particulièrement du retour de blessure. Comment ça se passe quand je me blesse? Qu'est-ce que je peux faire au niveau de la préparation physique, au niveau de la préparation mentale? Comment on accorde les deux? Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur cette introduction? Ouais, on va parler un petit peu de tout ça, comment bien allier les deux. Suite à un épisode que j'avais pu faire, l'épisode 8, sur gérer sa blessure avec la visualisation, parce que c'est très théorique, mais comment est-ce qu'on l'applique aussi réellement avec la préparation physique? À quel moment est-ce que le préparateur physique intervient par rapport au kiné, par rapport au médecin, etc. Donc l'idée, c'est de vraiment coordonner un peu tout ça pour mettre un peu plus de clarté sur le retour d'une blessure. Ouais, parce que des fois, ça peut être un peu flou, surtout pour les professionnels du sport. Quand est-ce que j'interviens? Qu'est-ce que je peux faire? On va avoir un athlète qui se blesse. Je prends un exemple typique. J'ai un athlète qui se fait les ligaments croisés. Ça, c'est l'une des blessures les plus connues et les plus graves qu'on peut retrouver dans pas mal de sports. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, souvent, l'athlète va se faire opérer. Donc, il va avoir interdiction de marcher pendant tant de temps. Donc ça, c'est tous les professionnels de santé qui vont le prendre en charge. Et ensuite, il va avoir une ordonnance pour aller voir un kiné, souvent. Enfin, en général, même 100% du temps, il va devoir aller voir un kiné. Et du coup, ce kiné, il va remettre de la mobilité, il va remettre un peu de mouvement dans ce que veut faire l'athlète sans qu'il y ait de douleur. Donc, il va toujours gérer ses séances en fonction de la douleur du patient. Et du coup, faire évoluer les exercices en fonction de ça. Et selon les kinés, ça peut être plus ou moins bien fait. En général, les kinés un peu âgés, on est souvent sur des vieilles méthodes qui fonctionnent. Enfin, je veux dire, ça va être des méthodes à rallonge où ça va être dur de revenir assez rapidement. Et en général, les plus jeunes ont des méthodes un peu plus avancées où sont plus conscients qu'en fait, il faut remettre du mouvement rapidement chez les patients. Et plus on bouge, plus on accélère la récupération. Donc ça, c'est quelque chose dont j'avais parlé aussi. Et le retour de blessure, essayer de rebouger le plus vite possible, évidemment en restant sous un seuil de douleur tolérable. Hein. On est d'accord, en général, on essaye de rester entre 1 et 3 sur 10. Si on va au-dessus de 3, on arrête, on fait autre chose. Et voilà, on revient sur des exercices qui nous font pas mal. Et du coup, le kiné va servir un peu à ça. Et dès que l'athlète va commencer la kinésithérapie, le préparateur physique, il va pouvoir attendre un petit peu. Et dès que la personne va pouvoir refaire des mouvements polyarticulaires, par exemple un squat, même sans charge, ou même si l'amplitude n'est pas forcément très grande, il peut quand même faire une flexion de genou, faire une flexion de hanche, etc., flexion de cheville. Ou si on parle de l'épaule, ça peut être faire un mouvement particulier. Et je sais que je vais pouvoir travailler avec ce mouvement-là. Je sais qu'il n'est pas douloureux, donc je vais pouvoir travailler autour de ce mouvement-là. Et du coup, le préparateur physique, il va pouvoir renforcer toutes les petites articulations, tous les petits muscles stabilisateurs des articulations qui ont été blessées. Donc, du coup, le genou, ça va être beaucoup de travail de stabilité. Ça peut être du travail en isométrie, parce que l'isométrie, il n'y a pas de mouvement. Donc forcément, je me renforce sans faire de mouvement. Donc en général, pour gérer la douleur, c'est plutôt pas mal de faire de l'isométrie. Et du coup, travailler sur beaucoup de stabilité du tronc qui va être très importante. Ça peut être travailler les pieds,
aussi, parce que c'est un peu ce qui nous stabilise au quotidien. Donc si j'ai pas le pied qui est fort, même si je reviens de blessure, si je me suis fait un ligament croisé, je reviens de blessure, j'ai pas le pied qui est fort, à un moment donné, je mets pas toutes les chances de mon côté pour protéger mon genou, protéger mes articulations. Parce qu'en plus, l'articulation du genou, c'est une articulation qui est charnière, elle est entre mon pied et entre ma hanche, qui sont 2 points qui sont assez fixes. Lui, il est au milieu, c'est le plus fragile. Donc voilà, il faut vraiment renforcer tout ce qu'il y a en dessous, tout ce qu'il y a au-dessus, pour pouvoir protéger l'articulation. En général, c'est ça qu'il faut penser dans des séances de réathlétisation. Je regarde l'articulation qui est blessée, ok, il faut que je travaille ce qu'il y a en dessous, ce qu'il y a au-dessus. Et comme ça, je sais que je vais pouvoir protéger un peu toute la zone. Et du coup, progressivement rentrer sur des séances de plus en plus difficiles, dans le sens où je vais pouvoir mettre un peu de cardio, par exemple, sans impact. Je peux faire du vélo facilement. Je peux faire du ski erg. Peut-être que le rameur, ça peut aller pour certains. Enfin voilà, remettre un peu d'intensité et faire bouger les gens. Ça va être le plus important pour la récupération, même si va pas y avoir de charge tout de suite. Même si le mouvement n'est pas complet. C'est au fur et à mesure, il faut y aller progressivement. Et du coup, les séances de réathlétisation, elles se font vraiment séance par séance. Il faut communiquer énormément avec l'athlète. Ok, là j'ai mal, ok, là j'ai pas mal, ok, je me sens de faire ça. On peut essayer. Si ça passe pas, on adapte, on change. Et c'est beaucoup d'adaptation. Et c'est vraiment au jour le jour, on voit comment ça se passe. Les caler en fonction des séances des kinés. Et du coup, les caler aussi en fonction des séances de préparation mentale. Comment je peux lier les deux c'est-à-dire que je fais ma séance de réathlétisation. Ok, le coach il me demande de faire ce mouvement-là, mais je me sens pas prêt à le faire. Comment je peux travailler pour même si mon corps est peut-être capable, j'ai l'impression que je vais me faire mal ou je sais pas comment ça va se passer. Ouais, il peut y avoir parfois des petits blocages comme ça à se dire je me sens pas de le faire. Et en fait, il y a le protocole qu'on va faire en kiné, en réathlé, etc. C'est un peu le même protocole qu'on va avoir avec de la visualisation en préparation mentale. Parce que la visu, pour rappel, entre ce que je visualise et la réalité, si c'est bien fait, c'est 80-90% similaire dans ma tête. Donc ça a pas mal d'avantages pour anticiper un peu la reprise, réussir à gagner confiance au fur et à mesure pour se projeter dans un retour pas forcément plus rapide, mais dans tous les cas plus serein et plus en confiance sur ce que je vais pouvoir faire. Donc sur un mouvement où je me sens pas de le faire, c'est peut-être que j'ai sauté des étapes parce que dans mon protocole, je suis censée avoir un tout petit peu d'avance sur ce que je dois faire. Donc sur la première phase où soit je me fais opérer, soit je suis en repos total, je peux avoir un peu déjà la gestion de mes émotions, comprendre qu'est-ce qui se passe, pourquoi est-ce que je suis comme ça, parce que souvent quand on a une blessure, on doit avoir cette phase de tristesse qui est en lien avec besoin de faire le deuil de cette blessure. Je dois passer à autre chose. Je m'étais imaginé pouvoir finir ma saison, pouvoir atteindre ce que je voulais, et en fait tout s'arrête maintenant, donc je dois faire le deuil. Et il y a différentes étapes qu'on doit passer pour justement réussir à revenir dans cette sérénité. Et ça, c'est le fonctionnement normal, en fait, du cerveau. Et ces différentes phases-là, je crois que je les énumère un petit peu dans l'épisode 8, mais je vais y revenir dessus rapidement. C'est que, donc, il nous arrive le choc, et je vais avoir, en fait, une courbe en U inversée qui va vraiment commencer par la descente, forcément. Donc, premièrement, c'est le déni. Non, mais c'est pas possible. Si je prends l'exemple de ces ligaments croisés, c'est pas les ligaments croisés, c'est une petite entorse, c'est bon, c'est rien de ça. Puis j'ai la prise de conscience. J'ai le verdict des médecins, finalement ça c'est pas forcément super cool, c'est pas ce que j'attendais, donc c'est vraiment les croisés, donc là j'en ai pour 6 mois minimum, ça y est, ma saison est foutue, donc je suis dans la colère. Pourquoi moi ? Pourquoi maintenant ? Qu'est-ce qui a pu se passer ? Je suis très en colère contre moi ou contre la personne qui a pu provoquer cette blessure. La peur, comment ça va se passer, qu'est-ce que vont penser les autres, ils vont m'attendre tous à la prochaine compétition, personne va comprendre pourquoi je suis là, enfin pourquoi je suis pas là justement, qu'est-ce qui va se passer, ma saison est finie, etc. Puis j'ai le fond de ma courbe, là je suis en dépression, je suis très triste, je peux voir personne, j'ai envie de plus rien faire, ça y est, ma vie c'est de la merde, etc. Et je commence ensuite à revenir un peu. Je commence à accepter. Finalement, je commence à faire un peu de séances de kiné, je commence à voir que je progresse un peu dans le temps. Petit à petit, j'accepte. Maintenant que j'y suis, j'ai pas le choix. Je vais travailler, je vais m'y mettre et je vais revenir plus fort.
Quête de sens, j'essaie de comprendre comment ça fonctionne, comment ma blessure va se réparer, comment est-ce que je peux faire des choses pour améliorer ça. Et ensuite, petit à petit, je reviens à cette phase de sérénité. Et souvent, c'est assez lié aussi avec les phases qu'on va avoir en prépa physique. Souvent, au tout début, quand on est encore dans cette phase de déni, de colère, de peur, etc., c'est les premières phases, les premiers temps où je viens d'être blessée, ça me coûte encore d'en parler, ça m'énerve en fait. La phase de dépression, c'est souvent la phase où soit j'ai été opérée, soit je suis dans l'attente, je fais rien en fait. Je suis dans l'attente de pouvoir commencer à bouger, pour l'instant c'est immobilisé, je peux rien faire. Et après, quand je commence à accepter, c'est que je commence un petit peu à faire des séances, à voir l'évolution, etc. Et c'est là où on peut mettre en place un peu de visualisation. Dans un premier temps, quand je fais rien, quand je suis totalement arrêtée et que je dois juste rien faire, je peux faire de la visu de guérison. Donc ça, je l'avais détaillé un petit peu plus, mais en gros, c'est j'imagine mon genou qui se répare, j'imagine mon ligament qui se refait, j'imagine l'articulation d'à côté qui reste bien solide, qui en pâtit pas trop, etc. Et juste avant de commencer le kiné, je peux déjà m'imaginer un petit peu m'appuyer déjà sur mon genou, essayer de mettre un peu plus de poids sur cette jambe, etc., en fonction de comment est-ce qu'on est avancé. Et déjà ça, après, ça m'aide à prendre de l'avance. Quand je commence à faire de la marche un petit peu sans béquille, je peux m'imaginer déjà marcher sans béquille. Et si j'arrive à m'imaginer en train de faire l'étape suivante, sans douleur, sans crainte, c'est que je suis prêt. Si j'ai encore un peu de douleur, si je me sens pas tout à fait confiante, c'est que je suis pas encore prêt, et donc ça veut dire que je dois écouter mon corps et que l'étape n'est pas encore prête à être franchie. En fait, c'est un peu l'indicateur. Ça me permet de comprendre comment mon corps avance dans ma guérison et de moi aussi me rassurer. Si j'avance très bien et que je vois toutes les étapes au fur et à mesure, c'est que la récupération se fait bien. Mais ça veut pas dire que du jour au lendemain, je dois sauter et faire des changements d'appui. Non, ça veut juste dire que la récup se fait bien et que je suis dans le bon sens. Donc, trouver un petit peu ça. Et après, quand je passe sur la fin de ma réathlétisation, si j'ai vraiment peur de faire des changements de direction et que je suis bloquée sur ça, je peux continuer à me visualiser. Des petits changements, puis des plus grands changements, où je continue à visualiser ce que j'ai fait en séance pour continuer le travail. Parce que ce que je fais dans ma tête, c'est quasiment la même chose que ce que je fais dans la vraie vie. Donc ça m'aide à faire encore un peu plus de volume sans me fatiguer physiquement plus. Parce qu'il faut aussi respecter les temps de récupération. Mais le fait de le faire dans ma tête, je me dis c'est bon, j'arrive, donc je suis confiant, donc je peux avancer un peu plus. Ça me permet de récupérer un peu plus vite et d'arriver confiant. Parce que souvent, la peur, quand on a les croisés, c'est de se dire soit je vais me faire le deuxième, soit je vais revenir et mon genou va être fragile, donc j'ai peur de me remobiliser ce genou, donc je vais plutôt être sur l'autre. Et c'est justement là où on va pas être efficace. Donc le fait d'avoir ces étapes-là permet d'arriver progressivement à reprendre au fur et à mesure. Et au début, c'est que des entraînements à une intensité modérée, et puis après, c'est des entraînements normaux, et puis après, je peux revenir en compétition, et après, je peux faire ce que je faisais avant, quoi. Étape par étape. Et ces étapes-là, avoir un tout petit peu d'avance dans notre tête, ça nous permet de prendre un petit peu d'avance dessus, justement. Mais si j'ai des blocages, c'est que c'est pas le moment. C'est que soit j'ai loupé quelque chose, soit je suis un peu trop rapide, soit il faut que je cultive ma patience. Mais dans tous les cas, ça restera important d'avoir des objectifs clairs et définis, vraiment en lien avec mon protocole. Et être en contact du coup avec son kiné, avec son prépa physique, c'est quoi la prochaine étape à ton avis, dans combien de temps est-ce que je pourrais faire autre chose pour déjà commencer à se conditionner, à se dire ok, la prochaine étape c'est ça, donc je peux déjà commencer un petit peu à me jauger dans ma tête, comment est-ce que je me vois faire ça, est-ce que c'est possible, pas du tout. Et parfois d'une semaine à l'autre ça peut totalement changer. Et c'est ça aussi la magie, c'est que plus je me conditionne, plus ça va m'aider aussi à prendre confiance là-dedans et être vraiment efficace. L'importance, en fait, c'est vraiment d'avoir des staffs qui réussissent à bien communiquer. Parce que c'est dommage d'avoir un kiné, un prépa physique, un prépa mental, un coach, et si personne se coordonne, c'est que c'est le sportif qui est au cœur de tout ça, et lui, c'est compliqué de vraiment bien comprendre tout le fonctionnement, parce que son rôle, c'est pas forcément de tout comprendre, c'est de faire ce qu'on lui dit, c'est pas lui le professionnel, et donc c'est compliqué de bien réussir à comprendre où en sont chaque personne, qui intervient, à quel moment, pourquoi. Et donc faire du lien dans tout ce staff, c'est super important pour que chacun fonctionne dans le même sens. Et d'où du coup l'importance de bien coordonner toute cette planification là, parce que si toi tu mets en place des exercices précis, moi ça m'aide d'avoir des vidéos ou de voir un petit peu ce qui se passe pour pouvoir réorienter sur l'exercice de visu, ce que tu dois exactement visualiser, comment est-ce que tu peux améliorer les choses, etc. Pour que ça soit dans le bon sens quoi.
Et du coup, on parlait de périodes, de périodes dans la saison sur l'épisode précédent qu'on a fait toutes les deux. Des fois, c'est peut-être difficile à gérer des blessures quand on est sur une période de compétition. Je sais, je reparle de mon expérience aux États-Unis où on a vraiment la saison coupée en deux avec une saison plutôt tête de rivière où on va faire quelques compétitions, mais il n'y en a vraiment pas beaucoup. C'est vraiment le travail foncier. C'est vraiment notre saison, le moment où on va charger et faire beaucoup d'entraînement. Et ensuite, on est à la période de compétition où là, on enchaîne les compétitions tous les mois. Voilà, on a besoin d'être présente, on a besoin d'être disponible pour l'université et performer. Et du coup, j'ai été confrontée au système américain où, en fait, quand on est dans la période de compétition et qu'on se blesse, ils vont tout faire pour que tu puisses continuer à t'entraîner, quitte à ce que tu te fasses encore plus mal. Mais ils vont tout faire pour essayer d'atténuer la douleur et que tu puisses continuer à t'entraîner, que tu puisses continuer à performer. Évidemment, si c'est trop grave, ils vont t'arrêter. Mais par exemple, une entorse ou une tendinite, ils vont tout faire pour que tu puisses continuer. Et dès qu'on va passer cette période de compétition et qu'on va retomber sur la saison plus classique, et c'est le moment où ils vont t'arrêter et c'est le moment où ils vont gérer les blessures. Et voilà. Donc, est-ce que pour toi, c'est un mode de fonctionnement qui est viable? Et comment on pourrait gérer la préparation mentale dans un système comme celui-là où on te force, on te force à continuer alors que tu as mal et même s'il y a de l'argent au-dessus de toi, même s'il y a des contrats, etc., c'est pas simple. Mais comment on pourrait gérer ça? Ouais, c'est un peu horrible ce système-là, parce que en fait ça épuise quoi. Déjà, t'as cette charge qu'on disait d'un contrat, donc tu dois un peu honorer ça. Tu te dois entre guillemets d'être performant. En plus, cette blessure, c'est que ça rajoute une charge supplémentaire. Donc forcément, en fait, déjà une blessure, ça fatigue un peu nerveusement. Donc là, en fait, ça te rajoute encore une charge en plus. En soi, là, faut vraiment l'épuiser un peu dans tes motivations. Essayer de retrouver un peu de motivation pour aller chercher quelque chose, mais en fait c'est même pas sain, ça a pas trop de sens parce que comme t'es blessé déjà, c'est pas une bonne chose, ça t'entraîne pas sur de... En fait la motivation est tellement pas bonne que c'est compliqué en fait. Là plutôt le rôle d'un prépa mental ça serait de dire stop en fait, enfin là c'est pas possible. Mais vu le contexte, j'imagine que leurs staff ils sont pas dans cette optique là. Mais dans les mentalités françaises, ça serait pas possible, quoi. Ça serait stop, quoi. Ou alors, si l'échéance c'est dans très peu de temps, tu te raccroches sur des éléments techniques, des choses précises, tu t'essayes de te concentrer sur autre chose. Mais si l'échéance c'est dans quelques temps et que tu sais que la blessure va pas s'arranger et que la seule solution c'est de te reposer, là en fait c'est presque une question de déontologie, quoi. Donc en fait, c'est tellement contre-productif que je sais même pas de quoi te répondre en fait. C'était, tu vois, je prends mon exemple où j'avais une tendinite au poignet, une tendinopathie au poignet, ce qui ne m'était jamais arrivé. Mais en arrivant aux États-Unis, au bout de 4-5 mois, ça arrivait. Et en fait, j'avais très mal à l'entraînement. Et avec la répétition, etc., parce qu'on tourne les rames, et c'était à force de tourner les rames que j'avais mal. Donc la solution, c'était de me faire ramer de l'autre côté, pour l'instant. Parce que je me débrouillais un peu des deux, à tribord et à bâbord, je me débrouillais assez. Donc le début, c'était de me faire changer de côté. Puis au final, j'ai pu récupérer un petit peu, mais je ramais quand même avec des bandages et tout pour essayer de tenir le poignet, que ça ne tourne pas beaucoup. Mais il y a un entraînement où j'ai dû repasser du côté où c'était douloureux, donc forcément, c'était pas l'idéal. Et le seul moment où j'ai arrêté d'avoir mal, c'est quand j'ai arrêté, en fait. Quand j'ai arrêté, je suis partie des États-Unis et je suis revenue en France. J'ai pris un temps pour souffler un coup. Ça m'a pris une semaine. Hein. Ça m'a pas pris longtemps. Hein. Mais vraiment une semaine où je ne sollicite pas du tout l'articulation qui était blessée. Et ça a suffi pour que je récupère et que ça revienne normalement. Parce que j'ai pu ramer derrière, j'ai pu faire le championnat de France sans souci.
Mais sur le coup, quand on m'a dit, bah non, tu continues de ramer, j'étais là, bah ouais, mais j'ai mal. Du coup, on fait quoi? Je me rappelle de ma mère qui m'a envoyé un colis avec une attelle et du Voltaren. Vraiment, elle m'a dit, mais mets ça la journée et tu mets ça la nuit et tout, tu essayes de moins bouger le possible. Et ça m'a aidée, heureusement, parce que en vrai, je pouvais pas quoi. Enfin, j'ai enlevé mon attelle pour aller ramer, ça n'avait pas de sens. Enfin, je me disais, juste ça n'avait pas de sens. Alors ok, il faut bouger tout le temps. Je suis d'accord, il faut garder du mouvement, etc. Mais là, juste c'était trop, c'était sollicité dans vraiment le mouvement qui faisait mal tout le temps. Donc c'était vraiment pas. Enfin, c'était. Je venais casser mon poignet en permanence et juste ça faisait mal. Enfin, Parfois, ce qui peut aider aussi, c'est de comprendre l'origine de ta blessure. Donc, tu as l'origine physique. Bah, forcément, je tourne tout le temps ma palette, donc ça me fait mal. Mais aussi, en fonction de la zone de ton corps, ça peut aussi avoir... Enfin, ton corps, il somatise, en gros. Si tu as du mal à comprendre un peu tes pensées, ton corps va potentiellement créer une faiblesse dans un endroit de ton corps pour que tu puisses avoir une douleur et comprendre le message. Et le poignet, c'est souvent associé au fait que tu as du mal à lâcher prise un peu, tu es un peu dans une culpabilité ou une résistance. Donc par exemple, ça me correspond pas du tout mon environnement dans lequel je suis, j'aime pas du tout la manière dont ils me traitent, donc je vais avoir une douleur au poignet parce que j'ai du mal justement à avoir ce mouvement de je lâche prise, je me libère. Et donc en fait parfois en fonction d'où est-ce qu'on a mal, ça peut nous donner une indication sur qu'est-ce qui peut se passer dans notre corps. Alors c'est pas vrai à 100%, mais ça reste une indication potentiellement de l'orientation un petit peu de ses pensées pour comprendre ce qui peut se passer. Le genou, c'est une difficulté aussi à se plier, à se confronter à certaines choses, donc quand on se sent un peu oppressé dans quelque chose. L'épaule, c'est que je crois qu'on a beaucoup de choses sur soi, vraiment en avoir plein le dos, plein les épaules, c'est qu'on a l'impression qu'on a beaucoup de responsabilités à gérer, et en fonction du côté, ça peut soit être du côté un peu professionnel ou du côté plutôt personnel, on va dire, en fonction du gauche ou droite. Voilà, en fait, c'est super intéressant de s'intéresser à ça, en fonction de la blessure, d'aller creuser un petit peu. Et on va dire dans 60% des cas, ça correspond quand même pas mal à ce qui se passe dans la vie de tous les jours. Donc je sais pas si tu veux le partager, mais voilà, au niveau du poignet, c'était plutôt ça. ouais, bah, mais c'est. Désolée, je te coupe, mais du coup. Enfin, je sais pas si c'est moi qui cherche à faire du sens et à trouver des liens de causalité, mais c'est vrai que à ce moment-là, ça allait pas. Enfin, j'avais déjà l'envie de partir et j'avais déjà confronté mon entraîneur vis-à-vis des entraînements qui ne correspondaient pas et je me demandais, mais qu'est-ce qu'il faisait n'importe quoi. Et de la façon dont j'étais traitée, dans le sens où il m'a dit, bah écoute, là tu commences à l'ouvrir un peu trop, si tu continues, on t'enlève la bourse et c'est fini pour toi, quoi. Donc moi j'avais la pression de mes parents derrière qui voulaient pas payer, donc forcément, parce que les universités américaines, ça se coûte en dizaines de milliers d'euros, voire centaines de milliers d'euros, donc ils étaient bien contents que je sois boursière, donc il était hors de question que j'ai pu cette bourse-là. Et du coup, j'en avais pas vraiment parlé. Et sur le coup, de toute façon, je me suis dit, de toute façon, je vais partir. C'est bon, c'est plié. J'ai dit à mes parents que je rentrais. Et voilà, il fallait que je termine la saison. Mais les entraînements, les décisions de l'entraîneur étaient de plus en plus douteuses. Et je suis là, mais c'est pas possible de faire ça, quoi. Donc, est-ce que c'est lié, du coup? Je sais pas. Enfin, j'en sais rien. Et quand je suis revenue en France, dans un système que je connaissais et avec des gens que j'appréciais et voilà où ma parole était prise en compte, ça me l'a plus du tout fait, plus du tout. Donc ouais, je sais pas. Je sais pas si, Dans tous les cas, qu'il y ait un lien ou pas, ça permet de mettre un peu de compréhension. Peut-être que c'est possible et peut-être que ça peut m'aider à démêler une situation. Peut-être que mon corps m'envoie ce message-là. Peut-être que c'est le cas ou pas. Dans tous les cas, ça m'apporte un axe de réponse à ma problématique en plus. Et peut-être que ça peut m'aider ou pas. Mais dans tous les cas, ça reste toujours intéressant de comprendre un petit peu l'origine physique. Effectivement, voilà, je tourne beaucoup mon poignet, donc naturellement, j'ai mal. L'origine un peu plus psychologique. Et est-ce qu'il y a un lien ou pas avec mon environnement? Parce que oui, tu tournes beaucoup ta palette, mais au final... tu pousses aussi beaucoup sur tes jambes, tu vas beaucoup sur l'arrière, etc. Donc, tu peux avoir d'autres douleurs aussi ailleurs, quelque part. Mais ça reste très théorique.
Mais souvent, il y a quand même des liens. Dans la plupart des cas, ouais, on va dire à 60%, ça se coïncide bien, quoi. Surtout pour les jeunes adultes, du coup. Enfin, pour les adolescents, un peu moins, c'est la croissance, etc. Enfin, je veux dire, ça peut être vraiment d'autres facteurs. Mais pour à partir de 18-19 ans, ça commence à... Ouais. Ok, je vois. Bon, bah, ça a répondu à mes questions. Du coup, c'est un peu plus clair. Mais ouais, ok. Je pensais pas à ce point quand même. Enfin, ouais. Je me suis dit, c'est une douleur vraiment. Mais pourquoi j'ai mal là? Enfin, ça m'arrive jamais. Et c'est pas la première fois que je rame, quoi. C'est pas la première fois que je m'entraîne autant. Je m'entraînais autant en France et ça n'était jamais arrivé. Donc, ouais, bon. C'est fou, hein. L'impact. Sûrement, ouais. Sûrement ça. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter du coup sur ce retour à la vie normale, enfin, entre guillemets, à la vie normale non, parce que ça arrive de se blesser, c'est normal, mais cette vie plus classique. Rien de spécifique, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Ce qu'il faut vraiment retenir, c'est qu'il faut avoir des étapes. Encore une fois, avec des objectifs clairs, une ligne directrice. Quand on comprend bien le fonctionnement, en fait, on s'appuie vraiment sur ce que je fais en préparation physique, en kiné, en réathlétisation. En fait, quand j'ai le fonctionnement de la partie physique, je peux vraiment caler ma visualisation dessus. Et c'est à partir de là où j'arrive à tout bien coordonner. Donc je peux toujours poser des questions à mon kiné, à mon prépa physique pour comprendre comment ça se passe, s'il n'y a pas de lien entre les différents acteurs. Mais sinon, en théorie, c'est pas au sportif à vraiment planifier tout ça, c'est plutôt au staff à lui expliquer comment ça fonctionne et lui amener un petit peu tout ça. Donc voilà, et dans tous les cas, avoir des objectifs, ça reste important pour savoir où est-ce qu'on va, comment, pour suivre le fil et pour retrouver cette confiance-là. Et encore une fois, si j'ai bien fait tout mon process, je serai confiant parce que je me suis donné à 100% dans cette rééducation, avec des temps de repos, tout a été maîtrisé, tout était bien. Donc voilà, après en fonction des sports, ça reste à spécifier, mais je pense qu'on a fait pas mal le tour. Est-ce que toi, tu vois des choses à rajouter ? Non, pas spécialement. Enfin, juste bien comprendre que la place du préparateur physique, elle est un peu floue dans la réutilisation. C'est pas toujours très simple, mais il faut vraiment comprendre que le médecin, que le kiné, c'est des professionnels de santé et que nous, on est un professionnel du sport. Donc vraiment attendre le moment pour prendre en charge, mais pas trop attendre non plus parce que en fait, l'athlète est capable déjà de faire quelques trucs, donc on peut s'organiser avec ça. Et du coup, bah oui, comme tu as dit, les objectifs c'est le plus important, savoir où on va, comment je vais faire pour y aller, et voilà ce que je peux mettre en place en attendant pour arriver à ces petits objectifs-là qui peut être de remarcher normalement, de faire une flexion complète, enfin voilà. Je pense qu'on a fait un peu le tour. Je te remercie pour ton expertise. J'espère que cet épisode vous aura plu. En tout cas, nous, ça nous a bien plu de partager ça avec vous. N'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur vos plateformes d'écoute, de nous laisser un commentaire, de nous poser des questions via notre boîte mail, via nos réseaux sociaux. On sera toujours disponible. Et ce sera avec plaisir qu'on vous répondra. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. À plus tard. À bientôt!